Merci. Les menées de Jean Monnet au début de la Seconde Guerre mondiale présentent une période méconnue de sa vie. L'action la plus célèbre de son séjour à Londres en 1939-40 est sans doute la déclaration d'union franco-britannique, projet audacieux mais raté, envisageant la fusion des deux pays. Or, le rôle de Monnet dans l'organisation des économies franco-britanniques pendant la drôle de guerre est l'objet de peu d'études. Nous nous proposons ici d'examiner la création et le fonctionnement des institutions dirigées par Monnet à Londres au service des Alliés. En s'appuyant sur les fonds Jean Monnet déposés à Lausanne, ainsi que les archives françaises et surtout britanniques, nous questionnons la pensée économique de Monnet pendant la drôle de guerre, ainsi que sa réaction à la déconfiture militaire de mai-juin 1940. Cet éclaircissement du rôle de Jean Monnet dans l'organisation des économies alliées nous permet de réfléchir alors sur la sensibilité économique du futur père de l'Europe. Les agissements de Jean Monnet pendant la guerre s'inscrivent dans l'ensemble de ses efforts au nom du gouvernement français de commander des avions américains pour le compte français. D'ores et déjà, début 1938, la France négociait avec Washington afin de commander des avions pour ses forces armées mal équipées face à un adversaire allemand éventuel. Jean Monnet rencontre alors le président Roosevelt en mars 1938 pour en discuter des commandes d'avions pour la France. Les États-Unis étant toujours contraints par l'acte de neutralité, ce qui interdit essentiellement d'exporter les armes, Monnet et Roosevelt sont entendus sur un plan de faire passer les produits semi-finis au Canada, où les avions pourraient être montés et exportés par la suite vers la France. Malgré ces premiers pas prometteurs, ce n'est qu'au lendemain des accords de Munich que les commandes aériennes aux États-Unis devinrent une priorité du gouvernement Daladier. Monnet rencontre Roosevelt du nouveau, et en janvier 1939, les deux pays se mirent d'accord sur l'achat de 1000 avions américains pour une somme de 2,5 milliards de francs. Jean Monnet entama donc les premières commandes pour les avions américains, ce qui implique déjà les États-Unis aux préparatifs de guerre aux côtés des Alliés. Le 3 septembre 1939, date des déclarations de guerre françaises et anglaises, Monnet écrivit à Daladier pour lui affirmer non seulement que les commandes chez les Américains devraient se poursuivre, mais que ces commandes françaises et anglaises devraient être coordonnées afin d'éviter concurrence entre les Alliés. Il proposa alors la création d'un comité franco-britannique de l'aviation pour diriger les achats alliés dans ce secteur. Ainsi, le jour même du déclenchement de la guerre, Monnet affirme la nécessité de créer des organismes pour coordonner les achats franco-britanniques. 2 semaines plus tard, Daladier envoyait une lettre, rédigée en collaboration avec Monnet, au Premier ministre anglais, Neville Chamberlain, signalant la nécessité de mettre au point les institutions qui puissent coordonner les économies des deux pays, afin de mieux leur permettre de faire face à une guerre dure et longue. La lettre présenta enfin Jean Monnet, chargé alors de se rendre à Londres pour discuter ces questions avec Chamberlain. Suite à ces réunions à Londres, fin septembre, Monnet proposa la création de nouveaux organismes pour coordonner les achats des deux pays, à l'instar des organes créés en 1917. Par conséquent, Daladier et Chamberlain se mirent d'accord, le 18 octobre, sur la création de 5 comités exécutifs permanents, chacun s'occupant d'une catégorie d'achat distincte. Bien que le comité le plus important fût celui pour l'aéronautique, des comités furent également créés pour le ravitaillement, le pétrole, les transports maritimes et enfin pour l'armement et les matières premières. Ces comités exécutifs permanents furent accompagnés par un comité de coordination franco-britannique. Ce dernier eut essentiellement 3 fonctions. D'abord, il coordonna le travail des comités exécutifs permanents établis pour des objectifs précis. Deuxièmement, le comité s'occupa des divergences de vues liées aux questions portant sur l'approvisionnement ou l'achat des marchandises touchant à plusieurs comités exécutifs permanents. Et enfin, le comité fut chargé de la coordination des missions d'achat alliés à l'étranger. Comme le comité franco-britannique siégeait à Londres, il fut entendu que son président serait un Français. Jean Monnet fut le candidat évident et il prit ses fonctions début décembre. À ce titre, il poursuivit 3 directions générales d'action: l'achat des avions des États-Unis, la répartition des matières premières et le freinage de l'économie allemande. La mise au point du comité coïncide avec un important fait nouveau outre-Atlantique. Début novembre 1939, le président Roosevelt réussit à abolir l'acte de neutralité aux États-Unis. Dorénavant, Washington peut autoriser plus d'exportations de caractère militaire aux Alliés
tout en restant formellement neutre. Cette nouvelle fit grand plaisir à Monet, qui avait identifié l'achat des avions américains comme sa priorité absolue. Il fusionna précipitamment les services d'achat distincts des deux pays pour en créer un seul, soit le comité d'achat franco-britannique, sous la direction du Britannique Arthur Purvis. Dès lors, les commandes chez les États-Unis sont placées de la part des deux alliés, plutôt que d'un pays ou l'autre. Le premier accord aéronautique négocié par ce nouveau comité, début février, aboutit début février à l'achat de 5 000 cellules et presque 8 000 moteurs pour le compte allié. Bien que l'aéronautique fût la priorité absolue de Monet, la coordination d'importation et la répartition des matières premières furent aussi des tâches importantes du comité. Pour ne citer qu'un exemple, l'augmentation des exportations du charbon britannique vers la France connut un succès important. À l'époque, la France dépendait des importations britanniques pour un tiers du total de ses besoins charbonniers. En février 1940, Daladier écrivit à Chamberlain lui adjurant d'augmenter les exportations du charbon britannique envers la France. Comme les exportations charbonnières étaient réglées par la Commission du commerce, le Board of Trade, l'Anglais Arthur Robinson suggéra l'ajout des représentants de la Commission du commerce ainsi que le ministère du commerce français aux réunions du comité franco-britannique. Monet fut favorable et réussit à augmenter les livraisons de charbon britannique en France à des tonnages sans précédent. Bien que le plafond des exportations charbonnières mensuelles pendant la Grande Guerre fut de 1,5 million de tonnes, cette limite fut dépassée par 200 000 tonnes en mai 1940. Pour le mois suivant, Monet prévit des exportations de 2,3 millions de tonnes. Cependant, cet objectif ambitieux resta inexaucé en raison de l'effondrement militaire de juin 1940. Néanmoins, ces augmentations d'exportation d'une ressource vitale pour l'effort de guerre allié démontrent le potentiel du système que Monet dirigeait en 1940. Outre l'achat des avions et la coordination d'importation, le comité franco-britannique chercha également à saboter l'économie de son adversaire allemand. Monet et ses collaborateurs établirent des plans pour assurer que l'Allemagne soit privée de certaines matières stratégiques. Par exemple, le comité insista qu'il fallait créer des réserves du molybdène, un métal utile surtout pour les blindages, pour éviter que les Allemands en achètent des pays neutres. Une telle stratégie entraîna quand même certains coûts, surtout comme le comité commanda 500 000 livres de molybdène au-delà des besoins franco-anglais. Cet exemple révèle à quel point Monet et ses collaborateurs envisagèrent l'importance du comité comme une arme puissante de guerre économique. Cette esquisse des organismes sous l'impulsion de Monet et leur fonctionnement pendant la drôle de guerre nous permet maintenant de s'interroger sur la question de la sensibilité économique de Jean Monnet. En septembre 1939, Monet partagea l'opinion commune, à Paris comme à Londres ainsi qu'ailleurs, que la guerre sera longue. Monet présenta la création du comité franco-britannique comme le remontage des organismes éprouvés de la guerre de 14. Cette stratégie fut efficace. Le soutien de Daladier et Chamberlain en sont la preuve, mais il existait une différence capitale entre la situation des Alliés en 1917 et celle en 1939, en particulier le rôle des États-Unis. La création du Comité allié des transports maritimes en octobre 1917 fut initiée en réponse directe à l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. À l'époque, on voulait minimiser la concurrence des Alliés européens pour les ressources d'outre-Atlantique. En 1939, par contre, les États-Unis furent toujours entravés par l'acte de neutralité et refusèrent d'entrer en guerre. Le choix de Monet de recréer les organes de la guerre précédente, qui avaient pour objet la coordination des importations des États-Unis et la précédence qu'il donne à la question des avions américains, révèle que Monet comptait sur le soutien des États-Unis pour la victoire ultime des Alliés. Cette perception fut juste, même si le soutien déterminant des États-Unis ne vint qu'après la défaite française. En construisant et gérant le comité franco-britannique, l'outil indispensable de Monet fut le balance sheet. Il décrivit ce bilan, il préférait d'ailleurs le terme anglais, appris aux États-Unis, comme l'instrument élémentaire de toute action. La première instruction que Monet donna au comité exécutif permanent fut d'établir un bilan de commandes, d'importation et de production prévues. De tels bilans n'existèrent point en France ni en Grande-Bretagne à l'époque, bien qu'ils caractérisèrent la politique économique d'après-guerre. La priorité étant l'aéronautique, ce bilan fut complété en premier, soit en avril 1940.
il confirmait l'infériorité aérienne des Alliés. Les armées françaises et anglaises n'avaient que la moitié des bombardiers dont disposait l'Allemagne. Dans ses mémoires, Monnet décrit l'importance de ce balance sheet ainsi. « Je ne suis pas à l'aise dans les chiffres et leur signification en soi m'a toujours échappé, mais je n'ai jamais manqué d'experts pour me les interpréter et surtout me fournir. Finalement, un seul chiffre est parlant et commande l'action. C'est celui qui, en bas et à droite, résulte de la balance. Il me suffisait de savoir que celui des avions était négatif. La situation devait donc être rééquilibrée, ou plutôt inversée. » Cette réflexion de Monnet nous rappelle la simplicité pragmatique de sa sensibilité économique. Dans ce cas, Monnet identifia l'objectif ultime, soit la victoire des Alliés, et il utilisa l'économie en quête de ce but. Ces entreprises ultérieures, pensons à l'unité de l'Europe, ne sont-elles pas également caractérisées par cette tendance d'employer les moyens économiques, non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme outil dans la poursuite d'un objectif plutôt politique? Pour Monnet, l'urgence d'être du même gabarit que l'Allemagne sur le plan aérien n'était rien de moins qu'une lapalissade. Par contre, il comprit dès sa première mission à Londres, fin septembre 1939, que la difficulté sera les ressources limitées en or et devises étrangères de nos deux pays, l'identifiant comme la question la plus complexe dont les organisations alliées devront s'occuper. Pour la durée de la drôle de guerre, le cabinet britannique résuma sa stratégie ainsi. Nos ressources en or et en devises étrangères doivent être utilisées afin de maximiser la contribution vers la victoire. Cependant, nous devons être préparés pour une longue guerre sans assistance financière des États-Unis. Par conséquent, une limite très stricte doit être fixée pour assurer que nos immobilisations ne soient pas épuisées. Une fois épuisées, la victoire sera inaccessible. Sir John Simon, le chancelier de l'exchequer, suivit une politique économique libérale. Il fixa une limite de seulement 150 millions de livres sterling pour les importations militaires. Sa prise de position fut partagée par son homologue français, Paul Reynaud. Ministre des Finances depuis novembre 1938, Reynaud fit de la stabilisation monétaire sa priorité à la suite des dévaluations du franc au cours des années 1930. Bien qu'il libéra des fonds limités pour le réarmement, il imposa des contraintes économiques importantes dans d'autres secteurs. En sus, afin d'augmenter la production française, il approcha la loi des 40 heures, politique phare du Front populaire. Pour Reynaud, il fallait d'abord stabiliser le franc afin d'ensuite permettre les achats d'avions américains. Après tout, un franc fort et stable faciliterait les importations. Bien que Reynaud niait que sa politique était libérale, il la décrivait plutôt comme une économie orientée dans le cadre de la liberté. Le consensus d'opinion chez le ministère des Finances et le Trésor, outre-Manche, fut qu'il fallait garder en réserve les devises alliées pour la durée d'une longue guerre. De façon prévisible, Monnet s'opposa à cette position, qu'il qualifiait de malthusienne. Monnet et Reynaud furent en désaccord en 1938, lors des premières commandes d'avions américains, et de nouveau en 1939. Monnet jugeait que la pénurie d'avions nécessitait des dépenses importantes pour en obtenir, peu importe les conséquences d'inflation ou d'équilibre budgétaire. Pour sa part, Reynaud insistait que de telles dépenses affaibliraient les positions financières et monétaires de la France dont dépendrait la victoire. Face à une telle impasse, Daladier intervena enfin pour appuyer Monnet. « Pour ces avions, lui assura-t-il, je trouverai l'argent qu'il faut. Devrais-je vendre Versailles ?» Pourtant, le soutien sans réserve du président du Conseil ne dura pas pour Monnet. En mars 1940, c'est Reynaud qui succède à Daladier. De même, Chamberlain fut remplacé début mai par Winston Churchill. Le 20 mai, réagissant au revers allié face à l'offensive allemande, Monnet écrivit aux deux nouveaux chefs du gouvernement que les discussions sur l'équilibre budgétaire étaient maintenant dépassées. Comme pour en faire preuve, au cours de mai et juin 1940, Monnet dépassa le domaine économique dans ses efforts pour la victoire des Alliés. L'effondrement de l'armée belge et la retraite des forces alliées menacèrent nettement non pas seulement le travail du comité franco-britannique, mais aussi l'objectif ultime pour lequel le comité fut créé, la victoire des Alliés.
Face à cette crise, Monet s'engagea à employer des tactiques allant bien au-delà du domaine économique. Le 28 mai, journée de la capitulation belge, Jean Monnet s'adressa à Desmond Morton, secrétaire de Churchill. À partir des archives britanniques, nous apprenons que Monet confia à Morton qu'il manquait de confiance en Reynaud en tant que chef, un sentiment également partagé, l'assura-t-il, dans certains milieux politiques à Paris. Monet insista qu'il fallait établir d'emblée si le général Weygand, commandant suprême des armées depuis quelques jours à peine, avait un plan pour la suite de la guerre. S'il en a, poursuivit Monet, et je cite, « Le général Weygand doit être nommé sans délai président du Conseil et ministre de la Défense nationale. » Chose étonnante, Jean Monnet entretint l'idée d'évincer le chef du gouvernement civil et le remplacer par le chef des armées. Monet fut-il véritablement partisan d'un coup militaire en France? Si Monet considérait Weygand comme chef potentiel, ce fut une illusion de très courte durée. Monet voulut surtout s'assurer que l'alliance franco-britannique dure. Quant au complot passager, il semble que Monet fut influencé par des rumeurs que Reynaud envisageait un armistice avec l'Allemagne, au mépris de l'accord franco-britannique qui proscrivait aux deux pays un tel recours. En réalité, Reynaud refusa toute option d'armistice jusqu'à sa démission le 16 juin. Weygand, par contre, proposa un armistice dès le 25 mai et deviendra par la suite ministre de la Défense nationale, tel que l'avait proposé Monet, mais dans le gouvernement du maréchal Pétain. Si Monet chercha à assurer un chef français dévoué à la cause alliée, ce fut réalisé, paradoxalement, grâce à l'échec de son plan du 28 mai. Bien que ce plan inconsidéré fût très vite abandonné par Monet, il ne cessa de travailler pour soutenir l'effort de guerre français. Encore une fois, il se concentra sur les aspects politiques et stratégiques, plutôt qu'économiques. Il écrivit Churchill le 4 juin pour lui déconseiller de se concentrer sur la défense nationale de la Grande-Bretagne au dépit de la défense de la France. Monet continua à insister qu'il fallait garder une perspective sincèrement alliée. Il demanda ensuite que la RAF défende pleinement la France contre l'avance allemande, une requête également avancée par Reynaud et Weygand. Tirant parti de ses efforts portant sur l'aviation, Monet avertit Churchill que, si la Grande-Bretagne décidait de se replier pour réserver sa puissance pour sa propre défense, les États-Unis agiraient de la même manière, mettant fin aux exportations d'avions et d'armes éventuelles dont la Grande-Bretagne dépendait. Ainsi, Monet insista que l'intérêt national britannique nécessitait la défense de l'Hexagone. Néanmoins, Churchill, observant l'effondrement des forces françaises et appuyé par son cabinet, rejeta l'appel de Monet. Quelques jours plus tard, Paris fut déclarée ville ouverte et fut occupée par les Allemands le 14 juin. Après les échecs de ces deux plans, Monet rédige avec quelques proches un ultime effort, un projet de déclaration d'union franco-britannique. Ce célèbre document proposa l'union effective des deux pays, y compris la citoyenneté unique et un seul gouvernement. Sur un plan pratique, ce projet permettrait à la France de continuer la lutte contre le Reich à partir de la Grande-Bretagne et de l'Afrique du Nord, tout en conservant la légitimité du gouvernement républicain. Or, malgré le soutien de Churchill et d'un dénommé Charles de Gaulle, nouveau sous-ministre de la Défense, le plan fut également un échec. Reynaud s'est vu obligé de démissionner. Il céda la présidence du Conseil au maréchal Pétain. La signature de l'armistice le 22 juin et l'établissement de l'État français à Vichy rendirent caduc le comité franco-britannique. Ces trois plans, préparés à la hâte sur un fond de déconfiture militaire, démontrent à quel point Monet chercha éperdument à assurer la victoire alliée, allant bien au-delà de ses fonctions en tant que président du comité franco-britannique. Pour conclure, cet aperçu de Monet à Londres pendant les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale nous permet d'identifier nombre de tendances qui caractériseront dorénavant sa façon d'agir. L'organisation du comité franco-britannique, avec ses offices pour chaque volet stratégique dirigés par les experts et non pas les hommes politiques, présage déjà le modèle du commissariat général du plan. Qui plus est, la méthode d'action de Monet en 1939-1940 démontre à quel point il s'affronta à l'orthodoxie économique de l'entre-deux-guerres. Son insistance que les bilans précis devraient guider les investissements fut une déviation des pratiques à l'époque. De même, en donnant la priorité aux investissements qu'il jugea nécessaires pour le redressement, au mépris des risques de déficit public ou d'inflation,
les mesures prises par Monnet au début de la guerre s'accordent avec son action économique d'après-guerre. En outre, Monnet fut guidé par sa conviction que le soutien des États-Unis serait déterminant. La priorité qu'il décerne à l'achat d'avions américains et son incitation à Roosevelt d'en produire plus constituent les premiers jalons du Victory Program que Monnet mena à bien par la suite. Cependant, l'action de Monnet à Londres en 1939-1940 fut en gros un échec. L'effondrement face à l'avance allemande gâcha le système qu'il avait érigé pour une longue guerre. Malgré ses efforts, il ne sut convaincre les chefs nationaux qu'une coopération accrue aurait servi l'intérêt national des deux pays. Or, ce défi de démontrer comment la coopération entre pays européens avantage grandement chacun, Monnet a su le relever avec immense succès après la guerre. Je vous remercie.